procès Mutamba. Vérité juridique, fonds restitués, manipulation. L'affaire de Constant Mutamba, l'argent a été retourné à Frivao. C'était sur demande déjà de la Cour de cassation qui avait ordonné que l'argent soit... C'est une victoire déjà, l'argent est... Mais ce n'était pas détourné. Je suis désolé. On avait juste... Et puis c'est un compte bloqué. Ça dit beaucoup. Ce n'était pas un compte nominatif. Puisque là, entre juristes, nous pouvons nous battre jusqu'à minuit, je ne serais pas convaincu. Puisqu'il y a des gens qui ont pris des millions dans ces pays. On n'a jamais fait, comment on extourne, jamais. Et les cas dans le vide. Mais aujourd'hui, vous retrouvez l'argent. Ça veut dire que l'argent n'a pas été transféré à l'étranger. C'est déjà une bonne chose. Puisqu'en droit, moi je suis convaincu que lorsque l'intention, c'est pas suffisant en matière pénale. Puisque ça, c'est l'élément moral. Mais il y a aussi l'élément matériel. Il faut l'effectivité, la matérialisation de l'infraction. Il y a beaucoup d'éléments quand même qui ont poussé les juges à prendre cette décision. Non, non, on connaît. D'abord le terrain sous lequel devrait se construire cette prison. Le terrain était comment? Les juges étaient experts en matière de comment on appelle ça, l'entreprise en question. Oui. On a fait quoi? On les a invités à la cour. Et ils ne sont jamais venus. Voilà. Et c'est une raison pour condamner quelqu'un. Personnellement, je vais te donner mon point de vue. Oui. En principe, c'est tout le gouvernement qu'on devait arrêter. Comment ça? Ah oui. Mutamba vous a dit, ceci m'a été autorisé dans les conseils des ministres. Il l'a dit, vous avez suivi. Alors pourquoi quand c'est lui? Et puis, la clé de répartition, c'est pas Mutamba qui l'avait faite. Moi, je préfère être correct et juste. Là, c'était au conseil des ministres. Oui, mais après. Oui, mais le conseil des ministres, quand il vous donne une instruction, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous dites non, attention, les juges vont m'arrêter. Après, ce qui a été fait. Oui, c'était contradictoire. Le contrat signé de gré à gré sans l'autorisation de la Première ministre. Où est-ce que ça a été dit? Madame Soumina même a dit dans une lettre. Non, la lettre demanda à Mutamba de respecter la procédure. Nous l'avons tous lu. Donc c'était un fait purement administratif. Non, ça il fallait seulement se limiter. Il fallait saisir le Conseil d'État sur ces faits-là. Et donner une instruction allant dans le sens de normaliser la procédure. Et ça s'arrête là. Puisqu'on a connu des cas ici. De tout beau rétro-commission, des patati patata. Pas de réquisitoire. Je vous ai parlé de cette histoire des 145 territoires. Oui. On a construit une histoire là, éléphant blanc, en brousse, aucun élève n'y arrive. Mais c'est ça, c'est beau pour faire les réquisitoires. Silence des morts. Donc il faut être sérieux dans notre pays. On est fatigué avec... Vous ne croyez pas à la justice congolaise? Nous nous battons pour que nous puissions y croire. On lutte. Je voulais insister sur un fait. Ça, je ne peux pas laisser passer. J'ai suivi sur X un certain Alain Bolodja, je crois, faisant passer la vidéo dans laquelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parlait de son alliance avec Kamere et qu'il appelait beau-frère. Vous pensez que si on arrête quelqu'un, la beau-frérie s'arrête? Non. Ici, j'aimerais rappeler à notre population ceci, que les gens arrêtent de vous mettre dans des futilités. Lorsque Dieu, qui a créé Lucifer, a précipité Lucifer, c'était pourquoi? Puisqu'au départ, Dieu n'avait pas dit que Lucifer sera le diable. C'est juste au moment où Lucifer a cessé d'être dans la ligne droite de Dieu qu'on l'a précipité. Moïse, la même chose. Dieu lui avait dit d'amener son peuple où? Ah, voilà. Est-ce que Moïse est arrivé là-bas? C'est puisqu'il a commis une erreur de parcours. Dieu lui dit de parler au rocher, lui a chicoté avec colère. Et Dieu l'a stoppé. C'est la même chose que ce que je vois. Kamere fait des déclarations contredisant son chef. Plus non, papa, tu es journaliste, tu as suivi beaucoup de déclarations de Kamere. Surtout en matière de dialogue. Il a fait des déclarations qui contredisent
la vision du chef. Nous tous, on a suivi. Les gens se demandaient, bon, peut-être ils font la diversion. Mais à la fin, ça a été fatigant. Donc c'est pour, je voulais rappeler à notre peuple, lorsqu'on a signé un principe, nous devons rester dans cette logique. Moindre erreur, bon, je sais que vous êtes écarté de notre deal. Puisqu'à l'époque, il était question que le cash puisse être majoritaire au Parlement. Ça n'a pas été le cas. C'est comme ça que Kamer ne devrait pas être Premier ministre. Il s'est contenté d'être DIRCAP. Maintenant, vous continuez à marteler une histoire qui n'a ni tête ni queue. Acharnement. Voilà. Non, non, c'est pas de l'acharnement. On a monté un procès contre sa personne, on a monté au Parlement. Quand lui s'est acharné sur Moutamba, là, c'était bien. Voilà, vous voyez. Donc, non, il faut pas perdre le temps là-dessus. Lisez Ézéchiel 28, Ésaïe 14, 12 à 15, vous allez comprendre. J'ai également suivi Mboussa Nyamwisi. Oui. Dénigrant son pays sur une terre étrangère. Mais ça, c'est très grave. Son problème, puisque on ne l'a pas laissé devenir deuxième vice-président à l'Assemblée. Vous voyez comment les Congolais sont. Donc, quand on ne te donne pas un poste, tu deviens rebelle. La frustration. Ah non, c'est quelle frustration. Hein? Non. C'est pas normal. Général de Gaulle, malgré tout ce qu'il a fait, à la fin, le peuple a refusé de le voter. Il n'en est pas mort, mais il est resté grand. Le premier ministre anglais, là, comment encore, de l'époque de 1945, là, le puissant premier ministre qui a fait la guerre, là, comment le nom, ça? Non, non, en 1900, Thatcher, c'est vers les années 90. Comment, le nom m'échappe. Malgré tout ce qu'il a fait, mais le peuple a demandé son départ, il est parti. C'est pas la fin du monde. Nous avons une très mauvaise culture chez nous. On veut seulement être au niveau des mangeoires. Jusqu'à quand? Vous allez laisser le pays? Non. Donc, je voudrais demander à... Tout le monde parle. Peu lisent le droit. Dans l'affaire, Constant Moutamba, Mebanza tranche d'une voix froide. Le récit dominant tord les faits et ignore les règles élémentaires de la procédure. L'argent a été restitué, le compte était bloqué, les décisions venaient du Conseil des ministres, la Première ministre n'a jamais ordonné une mise en accusation pénale. Alors, pourquoi transformer un litige administratif en spectacle répressif? Voici l'analyse, serrée et sans ornement, de ce dossier, tel que Mebanza le décortique, et ce qu'elle révèle de notre rapport à la justice, au pouvoir et à la vérité. Mebanza commence par un rappel que beaucoup voudraient minimiser parce qu'il ruine l'effet dramatique du scandale. L'argent a été restitué, pas transféré dans des paradis fiscaux, pas dissimulé derrière des prête-noms, pas évaporé dans un réseau opaque, restitué. En droit pénal, martèle-t-il, l'intention, l'élément moral, ne suffit jamais. Il faut la matérialisation d'un acte délictueux, l'élément matériel. Or, que reste-t-il quand les fonds reviennent à la source, que le compte n'était pas nominatif, mais bloqué, et que le dispositif financier n'a pas abouti à un enrichissement personnel? Il reste un montage administratif, contestable peut-être, des irrégularités de procédure, sans doute, mais pas le cœur dur d'une infraction pénale consommée. En termes simples, on a mis la charrue pénale avant les bœufs administratifs. Il insiste, si infraction il y avait, elle ne pouvait naître dans le seul chef d'un ministre agissant dans le sillage d'une décision collégiale. Mebanza rappelle que Moutamba a affirmé avoir obtenu l'aval du Conseil des ministres. Dans l'architecture de l'État, un ministre exécute, il n'invente pas ex nihilo la ligne gouvernementale. On peut débattre de la pertinence de l'option retenue, contester la manière, mais la chaîne de responsabilité
ne s'arrête pas à l'extrémité visible, d'où sa formule, calculée pour choquer ceux qui confondent coupables et figurants. En principe, c'est tout le gouvernement qu'on devait arrêter. La provocation vise un point juridique réel. S'il s'agissait d'une faute gouvernementale substantielle, elle est collégiale. S'il s'agit d'un vice de procédure, la juridiction compétente est administrative, pas répressive. C'est là que Mbanza plante son jalon doctrinal. La lettre de la première ministre demandant de respecter la procédure. Ce courrier n'ordonne ni dénonciation, ni traduction pénale, ni mise en accusation. Il signifie que la voie correcte était la normalisation du processus, pas l'humiliation publique. En langage de juriste, on saisit le Conseil d'État pour purger l'irrégularité, on trace un correctif, on aligne le contrat sur le droit. Le choix inverse, l'emballement pénal, ressemble moins à une leçon de rigueur qu'à une opportunité politique. On instruit à charge un personnage, on confond la scène médiatique et la salle d'audience, on fabrique un coupable en temps réel. Ce n'est pas ainsi qu'on reconstruit la confiance dans la justice. Mbanza ne nie pas qu'il y ait des zones grises. Un marché de gré à gré contesté, un terrain destiné à une prison dont la qualification et l'expertise font débat. L'entreprise invitée à venir s'expliquer, mais qui ne se présente pas. Ces faits, pris isolément, nourrissent un doute légitime et donc justifient un contrôle juridictionnel. Mais c'est précisément pour cela que le canal administratif existe. Vérifier la légalité d'une décision publique, tester son opportunité, sanctionner, le cas échéant, par l'annulation ou la réformation, plutôt que par l'infamie pénale. En droit public, la disproportion est une faute. Arracher un contentieux de procédure pour l'exposer sous les projecteurs de la répression, c'est perdre pied sur deux terrains. On fragilise le dossier et on abîme la crédibilité du parquet. Pour comprendre sa sévérité, il faut écouter son argument central sur la matérialité. L'école pénale classique, rappelle-t-il, ne fait pas d'exemple pour satisfaire l'opinion. Elle exige la preuve d'un passage à l'acte. Or, l'argent restitué et le compte bloqué ruinent la thèse du détournement accompli. Ce n'était pas un compte nominatif, insiste-t-il, manière de dire. L'actif n'était pas absorbé dans une sphère privée. Il demeurait dans un circuit contrôlable. Et si l'on voulait, malgré tout, mesurer un risque, l'outil n'était pas l'inculpation spectaculaire, mais l'audit, l'injonction administrative, la régularisation. La justice n'est pas un théâtre, elle est une méthode. Vient ensuite son grief le plus dérangeant, le 2 poids, 2 mesures. Mbanza le formule prudemment, nous n'avons pas de preuves, mais il déploie une mémoire collective que chacun, à sa façon, connaît. Combien d'affaires d'ampleur, de vraies ponctions budgétaires, de rétrocommissions documentées ont échappé à l'orage pénal? Pourquoi ici, alors que la matière appelle d'abord un juge administratif, convoque-t-on tout de suite le glaive? Ce déséquilibre nourrit l'idée d'un procès d'opportunité. Un État de droit qui choisit ses exemples au gré du vent politique n'éduque pas. Il installe le cynisme. Sur le plan technique, Mbanza déroule une feuille de route que n'importe quel praticien du contentieux public reconnaîtra. Saisir le Conseil d'État du vice de procédure. Ordonner la suspension des effets du contrat le temps d'une mise en conformité. Exiger la production complète des pièces. Encadrer la reprise sous un régime de transparence strict. Et s'il apparaît des indices sérieux d'enrichissement illicite, basculer, alors seulement, vers le pénal, avec des preuves matérielles consistantes. Cette gradation, dit-il, c'est le BABA de la proportionnalité. Elle protège l'intérêt général sans broyer des réputations sur un soupçon. Sa lecture de la lettre de la première ministre est capitale. Là où d'autres y voient un désaveu, il y voit un garde-fou. En droit administratif,
L'autorité hiérarchique rappelle la procédure, elle ne criminalise pas le manquement, elle oriente vers le correctif. Confondre rappel à la règle et signalement pénal, c'est faire dire à la plume ce qu'elle ne dit pas. Dans un pays où la culture de la responsabilité est encore fragile, le détail compte. Un courrier administratif n'est pas un réquisitoire. Il guide, il borne, il requiert la conformité. Mbanza s'arrête également sur le rôle du Conseil des ministres. Si le dossier a été autorisé en Conseil, on ne peut pas isoler un maillon pour faire figure de bouc émissaire. La décision de principe appartient au collège. Les ministres exécutent. S'il y a faute de cap, mauvaise orientation, précipitation, erreur d'appréciation, la responsabilité est politique et collective. La pénaliser dans le seul chef de l'exécutant, c'est renverser l'ordre des choses. Et au passage, neutraliser le courage administratif des prochains responsables. Qui osera arbitrer si le moindre faux pas de procédure devient un risque pénal personnel? La question des pièces, du terrain, de l'expertise apparaît chez lui non pour excuser, mais pour situer. Oui, il y a eu des auditions manquées. Oui, l'entreprise convoquée ne s'est pas présentée. Mais c'est précisément pour cela qu'on prescrit l'administration de la preuve dans le canal compétent. On requiert les documents, on enjoint, on sanctionne, on enregistre, on tranche. La chaîne pénale, elle, intervient à la fin, pas au début. En inversant la séquence, on obtient l'effet inverse. On affaiblit les chances d'une vérité procédurale robuste et on nourrit l'idée que le procès n'a d'autre moteur que la mise au pilori. Il faut aussi entendre sa rhétorique sur la restitution. En matière de détournement, l'argument « tout est rentré » ne blanchit pas automatiquement. Mais il a une force. Il rompt l'enchaînement logique de la spoliation consommée. Là où l'on attend la trace d'un enrichissement, on trouve la preuve d'une réversibilité. Il reste alors un choix de mode de passation, gré à gré, qui peut être encadré. Des lacunes dans la chaîne de validation. Un défaut de signature à un niveau requis. Autrement dit, du contentieux administratif. Est-ce grave? Oui, parce que l'état de droit se construit dans la routine des procédures respectées. Est-ce pénal? Pas par nature. Que la justice sanctionne les fautes administratives, qu'elle corrige, qu'elle interrompe, qu'elle interdise, mais qu'elle cesse de confondre discipline et châtiment pénal. Ce distinguo irrigue toute la pensée de Mbanza. L'État n'a pas besoin d'une justice spectaculaire, il a besoin d'une justice prévisible. Le jour où les opérateurs publics savent exactement ce que coûte une irrégularité de forme et comment la corriger, la tentation des raccourcis diminue et la peur du scandale n'est plus l'aiguillon unique. À l'inverse, quand tout peut devenir pénal, plus personne n'ose décider, et l'administration se paralyse dans l'obsession du risque. À terme, cette paralysie coûte plus cher que n'importe quelle irrégularité de départ. Dans sa bouche, l'exigence de cohérence n'épargne pas la communication officielle. Il raille ces communiqués qui font masse, mais ne produisent ni preuve ni solution. La justice, rappelle-t-il, se dit dans les actes: production des pièces, instruction contradictoire, ventilation claire des responsabilités, restitution traçable, décision motivée. Un dossier bien tenu n'a pas besoin d'un tam-tam. Et si l'on tient réellement à éduquer l'opinion, mieux vaut publier les étapes juridiques que d'agiter des mots. Arrive alors son reproche sur la hiérarchie des scandales, quand l'État ferme les yeux sur des sinécures budgétaires ou des enveloppes dont tout le monde connaît l'existence, puis se découvre intransigeant dans un dossier où la restitution est effective. Il donne l'impression de choisir sa morale à la carte. Le citoyen apprend vite cette leçon perverse. L'important n'est pas la faute, c'est l'instant. Or, la justice, la vraie, n'a pas d'instant.
elle a des critères. Ce que Mebanza esquisse, c'est une pédagogie des frontières. Frontières entre faute de procédure et faute pénale, entre responsabilité individuelle et responsabilité collégiale, entre communication politique et narration judiciaire, entre soupçons légitimes et preuves matérielles. Sur chacune, il réclame un retour au droit positif et non au imaginaire qui excite les plateaux. Pour lui, l'affaire Mutamba est un test. Si nous échouons à respecter ces frontières, nous normalisons la confusion. Et demain, n'importe quel litige administratif deviendra un champ de bataille pénal. L'État se vengera au lieu de se gouverner. Il ne se contente pas de critiquer, il propose. Première proposition, blanchir, au sens technique, la chaîne des décisions prises en Conseil des ministres. Procès-verbal exhaustif, mention des réserves, traçabilité des avis juridiques. Ainsi, quand un ministre exécute, on sait précisément ce qu'il exécute. Deuxième proposition, réarmer le Conseil d'État, non pas symboliquement, mais pratiquement, délai contraint pour statuer sur les recours de régularisation, injonction assortie d'astreinte pour contraindre les administrations à produire. Troisième proposition, en cas de soupçon d'enrichissement, déclencher un contrôle patrimonial ciblé, mais avec une méthodologie. Comptes nominaux, comptes d'ayants droit, sociétés liées, flux supérieurs à un seuil, contrôle croisé, fiscal bancaire. Si la matérialité apparaît, le pénal suit. Sinon, on reste au bon endroit. Quatrième proposition, rendre public, caviarder des données sensibles, les matrices de répartition financière, clés de répartition, évoquées par Mebanza. Rien n'alimente plus la suspicion que des pourcentages secrets. La transparence n'est pas un luxe moral, c'est un antiseptique procédural. Cinquième proposition, codifier un protocole de retour à la légalité pour les marchés engagés sous vice de forme. Suspension, audit, rectification, reprise. Une norme simple, répétable, publiante, ferait plus pour la probité que 10 procès éclatants. On objectera que tout cela est idéaliste, que la corruption existe, que l'excès de mansuétude est un danger. Mebanza ne plaide pas l'impunité, il plaide l'exactitude. Le pénal doit mordre, mais au bon endroit, au bon moment, sur la bonne preuve. Punir une intention non réalisée quand la restitution est avérée, c'est rater la cible et fragiliser la jurisprudence. L'état de droit se conquiert par la qualité des qualifications, pas par la quantité des inculpations. Son insistance sur la nature du compte, bloqué, non nominatif, n'est pas un détail. C'est une clé. Elle relativise l'idée d'une appropriation et renvoie à la gouvernance du flux. Si l'on cherche la faute, elle réside peut-être dans la précipitation, dans l'usage d'un gré à gré là où un appel d'offres eût été préférable, dans la faiblesse des contrôles internes. Toute matière à sanction disciplinaire, à correction administrative, à réforme des procédures. Pas, par défaut, à privation de liberté. Il aborde aussi, brièvement mais vivement, la tentation de faire de ce procès une catharsis nationale. C'est séduisant. Une figure tombe, l'opinion applaudit, et l'on croit que tout est redevenu sain. Mais la catharsis ne remplace pas la réforme. Tant que les mécanismes d'engagement, de contrôle, de transparence et de correction ne seront pas stabilisés, d'autres affaires surgiront. Le pays n'a pas besoin de héros négatifs, il a besoin de procédures positives. Il est significatif qu'il situe la lettre de la Première ministre dans ce registre. Un État mature sait fonctionner par écrit précis, garde-fou, instruction formelle. Ce courrier ne dit pas « livrez-le au glaive ». Il dit « respectez la procédure ». Traduire ce texte en langage pénal, c'est trahir l'État, non le servir. On peut être ferme sans être arbitraire, exigeant sans être spectaculaire. Reste la question politique que Mebanza
n'esquive pas mais discipline. Oui, il existe une pression de l'opinion pour enfin voir des responsables répondre. Oui, la lassitude devant les malversations est immense, mais la force d'un État se mesure à sa capacité à résister à la justice d'humeur. Si Mutamba doit répondre pénalement, que ce soit sur des faits matériellement établis d'enrichissement illicite, de corruption, de concussion, pas sur un vice de forme maquillé en crime, surtout quand la preuve la plus criante d'une spoliation, l'argent qui disparaît, fait défaut parce que l'argent est revenu. C'est ici que l'analyse de Mbanza prend un tour plus large, presque constitutionnel. En criminalisant la procédure, on décourage la décision publique. Les ministres et directeurs deviendront des gestionnaires défensifs, plus soucieux d'éviter une signature que de résoudre un problème. La peur d'un cas Mutamba fera tomber des chantiers entiers dans la torpeur. Or, la meilleure arme contre la corruption n'est pas la paralysie, c'est la clarté des règles et la certitude des sanctions quand elles s'appliquent vraiment. La justice spectaculaire récolte des applaudissements. La justice régulière récolte des résultats. On comprend, à l'écouter, qu'il ne se paie pas de mots. Il ne blanchit personne par sympathie. Il ne charge personne par instinct. Il demande que l'on tienne la ligne. Restitution des fonds comme indice majeur, compte bloqué comme signal d'absence d'appropriation, Conseil des ministres comme source de la décision, lettre de la Première ministre comme rappel de procédure, Conseil d'État comme juge naturel de l'irrégularité, pénal comme ultime recours lorsque la matérialité d'un crime s'impose. Tout le reste est bruit. Son dernier avertissement porte sur la mémoire institutionnelle. Si ce procès devient la norme, si chaque irrégularité administrative est traduite en scène pénale, le pays s'installera dans la vengeance procédurale. L'alternance politique transformera les juridictions en instruments de règlement de compte. À l'inverse, si l'on refonde un réflexe, vice de forme, Conseil d'État, soupçon d'enrichissement, audit patrimonial ciblé, puis parquet. Alors, la justice cessera d'être un champ de bataille et redeviendra un forum de droit. L'affaire Mutamba, telle que Mbanza la lit, n'est pas un détail de l'actualité. C'est un miroir. Elle nous oblige à répondre à des questions simples. Voulons-nous une justice qui instruit ou une justice qui impressionne? Voulons-nous corriger l'État ou punir ses instruments? Savons-nous distinguer ce qui est illégal de ce qui est criminel? Tant que nous ne répondrons pas clairement, nous continuerons à fabriquer des coupables plus vite que des règles. Et si l'on tient absolument à apprendre de l'exemple, qu'on apprenne ceci, une république se renforce quand elle convertit sa colère en procédure, sa soif d'ordre en doctrine et sa mémoire des scandales en réformes écrites. La restitution des fonds, dans cette affaire, n'est pas un épilogue, c'est un point de départ pour refonder la chaîne de décision. C'est la preuve qu'on peut arrêter le pendule avant qu'il ne casse la montre. On peut ne pas aimer Mbanza, contester son ton, sa causticité, son scepticisme, mais il faut affronter l'exigence qu'il pose. Si nous voulons que le droit vainque la rumeur, il faut tenir ensemble ces 4 pierres d'angle: vérité des faits, compétence des juridictions, proportionnalité des réponses, transparence des décisions. Dans le dossier Mutamba, chacune de ces pierres a vacillé parce qu'on a préféré l'abrégé pénal au traité administratif. Le dernier mot lui revient sous forme de méthode. D'abord, replacer le Conseil des ministres au centre, publier, tracer, assumer. Ensuite, muscler le Conseil d'État, décider vite et fort sur les vices de procédure. Puis, systématiser la restitution comme mécanisme d'arrêt du contentieux financier, sans renoncer aux responsabilités, mais en retirant l'essence du feu. Enfin, réserver la scène pénale au cas où le droit la réclame, preuve en main, matérialité à l'appui.
C'est austère, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ainsi que les républiques cessent de jouer avec la justice et commencent à la rendre. On fermera ce chapitre sans triomphalisme. Si l'affaire Mutamba s'achève par une normalisation administrative, tant mieux pour l'état de droit. Si elle bascule à bon droit dans le pénal, parce que, preuve nouvelle à l'appui, la matérialité d'un crime surgit, tant mieux aussi. La justice ne protège pas, elle évalue et tranche. Ce que refuse Mebanza, et qu'il nous demande de refuser avec lui, c'est la confusion. Le droit n'est pas un projecteur, c'est une règle. Et dans ce dossier, c'est en revenant à la règle que nous cesserons de nous raconter des histoires.